Midi à l'écoute de la radio Futur Média, voici le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Souleymane Ndéné Ndiaye rejoint le camp présidentiel exclusif sur RFM. Cette décision prise par l'ancien Premier ministre et leader de l'UNP fait suite à l'appel du président Macky Sall. Au lendemain de sa libération, les sympathisants de Bamba Fall sont plus que jamais déterminés à accompagner leur maire dans son combat pour la libération de Khalifa Sall. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation, c'est depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national et à l'issue des opérations, les syndicats les plus significatifs seront connus, mais des couacs ont été notés à Dakar et Rufisque. La prise en charge psychologique de rescapés de certaines catastrophes comme celle qui vient de se produire à Bettenty pose problème au Sénégal, mais le professeur Oumar Ndoye annonce la mise en place imminente d'une cellule nationale d'urgence psychologique. Dans ce midi, nous parlerons de Bettenty, une localité où il n'y a presque rien au plan social. Reportage donc avec Aminata Goudiaby. Et puis le dernier hommage de la nation à Joachim, décédé hier, c'était ce matin à l'hôpital principal. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. En Guinée-Bissau, au moment où la CEDEAO annonce le retrait de ses troupes, l'ONU envoie une mission exploratoire en vue des prochaines élections. La délégation est chargée d'évaluer les besoins et de suivre le processus. Déclaration politique ou menace sérieuse, le président José Mario Vaz affirme être visé par un coup d'État fomenté par des militaires. Au Mali, la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses activités à Kidal. C'est à cause de l'insécurité qui prévaut dans cette région du Nord. Et puis dans ce journal, Antoine, un mot sur l'entre-deux tours de la présidentielle française. Les titres sport, Sodetiam, bonjour. Bonjour Antoine Diouf, 16e édition du Tour du Sénégal, la 5e étape aujourd'hui. Les cyclistes doivent parcourir 134 km de Thiénaba à Kaolack. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial Youssouf Bodian. Volleyball, le tournoi qualificatif au championnat du monde, des changements sont notés. Désormais, il n'y aura que 2 équipes pour la zone 2, le Cap-Vert et le Sénégal. Plus d'explications dans ce 12 heures avec l'entraîneur Amadou Sen. Et puis nous parlerons également de basketball avec Aminata Faye qui est toujours attendue dans la tanière. Elle doit en principe rejoindre le groupe ce soir selon l'entraîneur national Moustapha Gaye. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Point de vue aujourd'hui, c'est sur l'enjeu des premières élections de représentativité syndicale, secteur éducation. Débat vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Information exclusive sur RFM. Souleymane Ndéné Ndiaye, désormais du camp présidentiel, l'ancien Premier ministre et leader du parti politique L'Union nationale pour le peuple, n'a fait que répondre à l'appel du président de la République. Souleymane Ndéné Ndiaye s'est confié à Babacar Fall. Le 21 avril 2017, M. le président de la République Macky Sall, saisissant l'occurrence des funérailles de la défunte mère de notre ami commun Samuel, l'ancien ministre d'État Samuel Sarr, a publiquement lancé aux anciens et actuels responsables du Parti démocratique sénégalais un appel à prêter main forte à ce qu'il entreprit à la tête de notre pays. En ce qui me concerne personnellement, il a révélé en substance: j'ai lancé cet appel à mon plus que frère Souleymane, avec qui je partage des origines Sine Saloum, mais pas seulement, je n'en dirai pas plus. Le président Macky Sall a donc publiquement exprimé, que dis-je, réitéré son souhait de me voir travailler à ses côtés pour le bien du Sénégal. Il a bien raison de pronostiquer que les choses ne seront pas simples pour moi. Elles ne le seront pas pour lui non plus. Il est toutefois des moments où l'appel de l'amitié, du devoir, l'appel de la patrie est plus fort que tout. J'ai donc décidé, après mûre réflexion, de serrer la main tendue par le président de la République Macky Sall. J'accepte, et mon parti, l'Union nationale pour le peuple, Bokk Djemou, avec moi, de participer à élargir la majorité présidentielle. Dans quelles conditions vous allez travailler avec Macky Sall? Alors, les conditions dans lesquelles je vais travailler avec le président Macky Sall seront définies par nous deux. C'est lui qui est le président de la République, qui définit la politique de la nation, donc c'est à lui à m'indiquer la direction vers laquelle il souhaite
que je puisse lui prêter main forte. Souleymane Ndéné donc en plus large dans RFM soir. Après sa sortie de prison, Bamba Fall peut compter encore sur les populations de la Médina. En tous les cas, beaucoup comptent soutenir leur édile dans son nouveau combat pour la libération de Khalifa Sall. En attendant, les sympathisants de Bamba Fall continuent de se réjouir de sa libération. Le reportage d'Anna Rocha. Médina ne se lasse pas, le bonheur est trop intense. Mame Fatoussi se fait appeler Sécurité Bamba Fall. On était tellement contente hier. En fait, il n'y a même pas de mots pour décrire cette joie. Bamba Fall est un homme bien. La vérité triomphe toujours. Sentiment de joie partagé par Koumbadia, une autre habitante de la commune. C'est une renaissance pour la Médina. Bamba Fall est tout pour nous. Bamba Fall n'est pas complètement libre, mais pour Mame Fatou, il est clair que la justice prononcera un non-lieu total dans ce dossier. Bamba Fall n'a rien à voir avec le saccage de la maison du Parti socialiste. Il n'a jamais appelé à la violence. Je suis convaincu qu'il sera blanchi. Le maire de la Médina ne compte pas rester les bras croisés. Sa nouvelle mission, libérer son camarade Khalifa Sall. Tchatou Bamba va l'appuyer. Le pouvoir a peur de Bamba Fall. Et je vous dis, il a beaucoup plus de militants que les gens du pouvoir. Et les populations l'adorent. Demain, on sera toutes au tribunal aussi pour soutenir Khalifa Sall. Bamba Fall n'est pas un poltron. C'est le seul point de divergence chez les Médinois. Car pour Seynabou Ndiaye, plus modéré, il faut que Bamba Fall se tienne à carreau. Vous savez, il est difficile de faire face à l'État. Et comme on disait qu'il est malade, le mieux, je pense, c'est qu'il se soigne et laisser l'affaire Khalifa Sall entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Bamba Fall avait été inculpé le 9 janvier dernier pour violence et tentative d'assassinat. Cela suite aux incidents survenus à la maison du Parti socialiste en mars 2016. Anna Rocha, il est 12h07, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 32 syndicats en lycée, l'on connaîtra à l'issue des élections de représentativité syndicale secteur éducation, ce qui pèse lourd. Le scrutin a débuté depuis ce matin partout au Sénégal. Dans certains centres de vote de Dakar, les opérations ont connu du retard du fait de l'absence de liste ou bien de quelques confusions. Le point dans deux principaux centres à Wambaïa. Tout semble aller pour le mieux dans ce bureau de vote au lycée Blaise Diagne. L'urne commence à se remplir de bulletins. Le scrutin a démarré à 8h, nous dit Thierno Daouda Diallo, membre du bureau de vote numéro 1. Tout se passe très bien. L'après-midi, peut-être qu'ils viendront en masse. Mais jusqu'à présent, il y a la moyenne qui est là. L'ambiance est tout autre au lycée Kennedy. Déjà 10h, certains bureaux de vote n'ont pas encore démarré. Le représentant du QSEMS, Hassan Samb, a déjà les nerfs tendus. Beaucoup de conséquences parce que ce matin, il y avait une affluence. Mais les gens commencent à rentrer. Parce qu'il y a des gens, des enseignants, ils n'avaient pas cours aujourd'hui, mais ils étaient venus exclusivement pour voter. Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN, parle d'une mauvaise organisation de ces élections de représentativité et elle accuse le préfet de Dakar. Ce qui se passe est incroyable. L'administration est disqualifiée, je vous dis. Les préfets, en tout cas le préfet de Dakar, a mal organisé ce scrutin-là. Nous sommes devant le bureau de vote 5. Il vient de démarrer à l'instant même puisqu'il n'y avait pas les bulletins des enseignants de l'élémentaire. Nous sommes en face du G15. Les enseignants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont en train de poireauter. Ils ne savent pas où donner de la tête. Le préfet est là, mais il fuit les gens, le préfet de Dakar. Et le préfet Abdouba ne semble prêter aucune importance à ces accusations. Téléphone collé à l'oreille, il fait des va-et-vient et continue de superviser les opérations et corriger les imperfections. Les élections de représentativité syndicale à Rufisque, l'on a noté ce matin le manque de bulletins dans certains bureaux de vote. Ce sont les CELS authentiques qui soulignent que des mandataires ont eu des problèmes à accéder aux salles où le vote se déroule faute de badge. Pourtant, leur nom figure bel et bien sur les listes. Lamine Sarr Badiane est le mandataire du CELS authentique. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen. Il y a des dysfonctionnements parce qu'au niveau des lieux de vote, jusqu'à présent, il est 8h45. Il y a le bulletin qui est essentiel pour nous, le CELS authentique.
le collège préscolaire élémentaire où les instituteurs vont voter avec ces bulletins. On a constaté qu'il y a des bureaux de vote où il y a le bulletin des professeurs et le bulletin des inspecteurs. Dans les cours de contrôle, maintenant il manque le bulletin pour le collège élémentaire, vraiment ce que nous faisons. Cela peut entacher l'élection. Effectivement, il est 8h45, donc les bureaux de vote s'ouvrent à 8h. Jusqu'à 8h45, nos camarades ne parviennent pas vraiment à accéder et à voter pour le compte du service authentique. Comment réparer cela donc? Le préfet sera interpellé par le secrétaire général et le coordinateur parce qu'on ne peut pas voter donc sans le bulletin du préscolaire et de l'élémentaire. À Ziguinchor, les opérations se déroulent calmement, mais il n'y avait pas d'affluence ce matin dans les centres visités par notre correspondant. Par ailleurs, des enseignants ont déploré le manque de communication de l'autorité administrative. Correspondance Lamine-Ba. Le vote a démarré à 8h et se poursuit sans incident au CELEPS, l'un des lieux choisis pour servir de centre à l'élection de représentativité dans le secteur de l'éducation. Ici, les enseignants arrivent au compte-gouttes, accomplissent l'acte de vote et repartent. Pas de difficulté à signaler, sauf que l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. C'est Mohamedou Sané. Vous avez voté? Oui, j'ai déjà voté. Pour le moment, les choses se passent bien, mais seulement que les collègues ne sont pas encore venus en masse. Oui, tout se passe bien. Les gens ne sont pas venus pour le moment en masse. À l'intérieur de l'un des bureaux de vote, le président, son assesseur et le secrétaire accueillent les électeurs et les orientent pour faciliter le déroulement du vote. Le matériel électoral est au complet et aucun incident n'est pour le moment noté, nous dit le président du bureau. William Sambou, ça se déroule très bien. À 8h, on a démarré et sans aucun problème. Il y a le matériel? Tout le matériel, non, tout se déroule pour le moment très bien. Les représentants des syndicats n'ont aussi émis aucune réserve sur le fonctionnement du vote. Je m'appelle Tumboulou Sadio, mandataire du service authentique de Ziguinchor. Le vote pour le moment, ça se passe très bien. Au moment où nous parlons, tout le matériel est en place et les gens sont en train de venir voter vraiment. Mais ici, la satisfaction n'est pas partagée par tous les enseignants. Certains n'ont pas voté parce que leur lieu de vote est ailleurs. Ils parlent d'un déficit de communication de la part de l'autorité administrative. C'est M. Ousmane Tine. Vous avez voté? Oui, je n'ai pas voté. Bon, je suis venu, on m'a dit que mon bureau de vote n'est pas ici, c'est au centre polyvalent. Moi, mais l'information n'est pas passée. Bon, c'est au niveau des autorités. Ziguinchor compte au total 13 bureaux de vote sur toute l'étendue du département, nous a signalé ce matin Ibra Fall, le préfet de Ziguinchor. Lamine-Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 32 syndicats participent donc à ces élections de représentativité, mais seuls ceux qui auront 10% des suffrages seront considérés comme représentatifs. Tous les autres ne vont plus participer aux rencontres avec le gouvernement. Les enjeux de ces élections avec El Hadj Ndiogou Diène. Ces élections de représentativité syndicale sont historiques puisque ce sont les premières organisées dans le secteur de l'éducation et de la formation. Près de 97 000 enseignants répartis dans 590 centres de vote doivent choisir le représentant sur les 32 syndicats en compétition. Ces organisations syndicales briquent les suffrages des électeurs dans 3 collèges. Le collège du préscolaire élémentaire avec 27 syndicats en lice, le collège du moyen secondaire avec 24 syndicats et le collège des corps de contrôle, c'est-à-dire des inspecteurs avec 10 syndicats. À chaque collège électoral correspond un bulletin unique avec une couleur propre bien déterminée. La couleur blanche pour le collège du préscolaire élémentaire avec 2 faces, la couleur jaune pour le collège du moyen secondaire avec 2 faces et la couleur bleu clair pour le collège des corps de contrôle avec une seule face. Prennent part à ces élections les enseignants en service dans les ministères en charge de l'éducation et de la formation, les enseignants en position de détachement ou affectés dans d'autres corps de l'administration et qui sont inscrits sur le fichier électoral. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, mais les préfets peuvent prolonger le vote si la situation dans leur département l'exige. Les premières tendances seront connues dans la soirée à la fin des dépouillements. Les commissions électorales départementales vont envoyer leurs résultats à la commission électorale nationale présidée par le ministre du Travail et des organisations professionnelles. Cette commission nationale publie les résultats provisoires du scrutin. En cas de recours, elle les examine et proclame les résultats définitifs. Fait notable à souligner, seuls les syndicats qui recueillent 10% des suffrages seront représentatifs. Ce sont eux qui seront habilités à participer aux négociations et rencontres avec le gouvernement. Et les autres syndicats ne seront plus convoqués aux négociations ni à des travaux de commission, encore moins à des rencontres internationales. Ces élections de représentativité syndicale vont donc mettre de l'ordre et permettre de savoir qui pèse quoi dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'était le large focus consacré aux élections de représentativité syndicale, secteur éducation. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité.
Le président Macky Sall s'est déplacé ce matin à l'hôpital principal de Dakar. C'était pour la cérémonie de levée de corps de Joe Wakam. Un hommage a été rendu à cet artiste qui a attiré sa révérence hier. Georges Detchediop. L'atmosphère est lourde. Le deuil se lit sur les visages. Sous les regards, la dépouille de Joe Wakam. Une très lourde perte. Acteurs culturels, amis et autres. Tous à l'image de Abdoulaye Makhtar Diop qui a partagé la chambre avec Joe Wakam à l'université de Dakar dans les années 60. Chambre 174, couloir H, petit pavillon AB, université de Dakar. Tous ont tenu à accompagner Issa Samb. Joe Wakam fait l'unanimité. Il me disait toujours le vivant est celui-là qui aide l'autre à vivre, sinon on n'est pas vivant. Ce qui l'intéressait, son projet, c'était l'homme, un être en devenir. Son projet interpelle le futur. La nation, pas un reste. L'heure de la réunion du Conseil des ministres déplacé, le chef de l'État salue la mémoire de l'artiste. Issa Samb dit Joe Wakam, couché là, devant nous, est une de ces figures dont la mort revêt une signification singulière. Il était un artiste de dimension nationale et internationale incontestable. Rarement on a côtoyé dans notre pays un homme qui aura organisé sa vie comme une œuvre d'art. Je veux dire une vie voué entièrement à la création. L'homme incarnait un humanisme total, si précieux pour notre époque tourmentée. Une grosse perte, la famille peinait. Son représentant n'a pas pu cacher son émotion pour ses adieux. Issa repose en paix. Amen. Amen. Amen ya Rabbul Alamin. Difficile séparation. Issa que Dieu t'accorde son paradis. Amen. Les personnes rescapées du naufrage de Betenti ont besoin de prise en charge psychologique après avoir frôlé la mort. Seulement, la prise en charge psychologique pose problème au Sénégal. D'après le professeur Omar Ndoye, une non-prise en charge de rescapés peut entraîner un traumatisme psychologique. Le professeur Ndoye annonce la mise en place imminente d'une cellule nationale d'urgence psychologique. Il est joint par El Hadj Ndiogoudien. Les rescapés, il faut les accompagner à accepter effectivement ce qui s'est passé, à les renforcer et à faire de sorte que ça leur pose le moins de problèmes et de soucis possibles. Parce que ce que nous voyons souvent, c'est des cas d'insomnie grave, des gens qui ne peuvent plus dormir, qui ont échappé effectivement à la mort de justesse et qui ne comprennent pas et qui se disent qu'à cette heure-ci, ils auraient pu être au cimetière. Alors, dans le pays, effectivement, ça commence à bouger, je dirais, parce qu'on a vu ce qui s'était passé au niveau du bateau de Joola, on s'était tous mobilisés. Mais aujourd'hui, j'avoue que le ministère est en train de faire des efforts. Il y a eu un séminaire pour la mise en place d'une cellule psychologique d'urgence. On a eu un premier séminaire et il va y avoir un deuxième séminaire à la fin du mois de mai pour valider effectivement ce qui a été proposé. Et je pense que d'ici un mois, il y aura effectivement une cellule officielle d'urgence psychologique pour ces cas-là. Il était temps, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés, donc que vous avez cité là, et on n'est pas à l'abri. Il peut y avoir des tas de choses qu'on ne souhaite pas, mais on ne peut pas ne pas accompagner ces gens. Rendons-nous maintenant à Betenti où le naufrage d'une pirogue a fait 21 morts. C'était lundi dernier, vous vous en souvenez. C'est une île dépourvue d'infrastructures, un village très enclavé et les populations réclament sa communalisation. Reportage dans cette localité des îles du Saloum. Aminata Goudiaby. Pour se rendre à Betenti, il faut s'armer de patience mais également de courage. 2 heures de pirogue au minimum. Betenti fait partie des villages des îles du Saloum les plus enclavés et manque presque de tout. Pas d'électricité ni de lycée et sécurité selon le chef de village. Il gagne du terrain, Tidiane Diouf. Sécurité, nous manquons de sécurité. Par le suñu lycée itam soxla nañ ko ngeen seet suñu mbir. Pape Seydou Dianko est le maire de Toubacouta, commune qui abrite Betenti. Betenti est vraiment difficile d'accès. Vous voyez, pour obtenir un extrait de naissance, il faut débourser jusqu'à 4 000 francs CFA. C'est impossible. L'évacuation des malades se fait également dans des conditions très difficiles, puisque cela dépend des humeurs de la mer. Nous voulons vraiment que l'on drague les côtes. Cela va faciliter le trafic. Toute cette galère a poussé il y a quelques mois les jeunes du village à réclamer la communalisation
communalisation de Bettenty. Pape Seydou Dianko dit être en phase avec eux. À Bettenty, comme dans plusieurs autres îles du Saloum, l'activité principale des femmes reste la cueillette et la commercialisation des huîtres. Et ces femmes manquent de beaucoup d'équipements. Elles veulent également avoir accès au financement que distribue le gouvernement. Koumi et Salimata sont habitantes de Bettenty. Nous sommes très fatigués. Nous ne connaissons que la mer. C'est nous qui nous occupons de la scolarité de nos enfants et même de nos foyers. Nous sommes vraiment fatigués. Nous travaillons dans le maraîchage et nous voulons vraiment qu'on nous aide, surtout pour les financements. Le drame qui a frappé Bettenty lundi dernier a mis tout le village dans un terrible choc. Les familles des victimes pleurent encore les morts. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. L'actualité internationale. Guinée-Bissau, Sornanata, une mission des Nations Unies a été envoyée sur place. Une délégation pour évaluer les besoins électoraux de la Guinée-Bissau. Les membres sont aussi chargés de suivre le processus. Bissau, Nouamankali. La mission qui doit séjourner dans le pays jusqu'au 3 mai prochain répond à une demande du gouvernement bissau-guinéen et au mandat du Conseil de sécurité pour soutenir les prochaines élections, a souligné le communiqué de l'ONU à Bissau. Au cours de son séjour dans le pays, selon le communiqué, la mission va évaluer l'environnement politique et électoral, l'encadrement juridique et institutionnel réglementant le processus électoral et la capacité et des besoins des différentes élections, a précisé le communiqué. Après l'évaluation, la mission va formuler des recommandations sur une assistance électorale et le type d'assistance à fournir. Nouamankali Bissau, RFM. Et le président José Mario Vaz a affirmé être la cible d'un complot de militaires. Ceux-ci voudraient l'assassiner, ajoute-t-il. Il n'a pas cité de nom. S'adressant aux populations de Farim dans le nord du pays, José Mario Vaz a déclaré, je cite, « Quelqu'un a dit à l'armée qu'elle ne peut pas rester sans réaction face à la crise politique et que je dois être renversé par un coup d'État. » Fin de citation. Concernant la Guinée-Bissau, toujours Antoine, la CEDEAO a décidé de retirer ses troupes à partir de vendredi prochain. L'opération va se poursuivre jusqu'au 30 juin, mais une question a été soulevée. Avec ce retrait, la CEDEAO ne donne-t-elle pas l'opportunité à l'armée bissau-guinéenne de prendre le pouvoir? Un ministre d'État a déclaré que des sanctions sont prévues. Au Mali, la Croix-Rouge a suspendu ses activités dans une partie du nord du pays. Une suspension temporaire due à l'insécurité qui prévaut dans la région de Kidal. Toutefois, cette mesure ne touche pas les activités urgentes. Anna Rocha. Cette suspension provisoire ne touche pas les activités urgentes, notamment à l'hôpital. Le chef de la délégation du CICR au Mali estime que cela aurait de graves conséquences humanitaires. La décision en tout cas fait suite au cambriolage de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge de Kidal. Hier mardi, l'ONU a déploré à travers un communiqué la recrudescence des actes de violence contre les organisations humanitaires au Mali. En fait, depuis le début de l'année 2017, 38 incidents du genre ont été répertoriés, rien qu'au Mali. Et selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, tous ces incidents ont freiné l'accès des populations à l'aide humanitaire. La plupart de ces actes de violence sont perpétrés contre le personnel, les biens et les installations des organisations humanitaires. Il s'agit le plus souvent de braquage et de vol de véhicules. Anna Rocha, Tchad, la communauté internationale évoque les violations des droits de l'homme dans le pays. Les ambassadeurs de l'UE, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et des États-Unis ont fait une déclaration conjointe. Ils se disent préoccupés par la détention de plusieurs militants de la société civile. En plus de cela, il n'y a aucune information sur les charges retenues contre eux. Les 3 personnes arrêtées devaient comparaître hier, mais le procureur de la République n'était pas disponible. Situation au Sahara occidental, l'ONU pourrait adopter une résolution pour la reprise du dialogue. Une réunion du Conseil de sécurité est prévue ce jeudi. Il sera demandé au Polisario de se retirer de la zone de Guergarat. Les troupes marocaines ont déjà quitté cette zone en février dernier. La résolution du Conseil de sécurité prolongerait également d'1 an le mandat de la mission de soutien de la paix de l'ONU. Le projet de résolution appelle les 2 parties à reprendre les négociations en ayant pour objectif de parvenir à une solution équitable, durable et mutuellement
également acceptable. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental a démissionné il y a quelques semaines et après 8 ans de service, l'ancien président allemand Horst Köhler a été cité comme un potentiel successeur. Et puis des échos de la présidentielle française. Alors, l'ancien président Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il votera pour Macron au second tour. Il l'a annoncé ce matin. Le candidat Jean-Luc Mélenchon, lui, ne donne pas de consigne de vote selon son porte-parole. Le leader de la France insoumise a obtenu 19,58% des voix au premier tour. Les quelques 430 000 militants sont tout de même appelés à se prononcer entre le vote pour Macron, le vote blanc ou l'abstention. Les résultats de cette consultation électronique seront connus le 2 mai prochain. Mélenchon s'engage à respecter tout de même cette absence de consigne de vote, quels que soient les résultats. Sornana Tambay, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur l'enjeu des premières élections de représentativité syndicale secteur éducation. Nous en parlerons dans quelques minutes. RFM Sport. Les sports Sodakam, rebonjour. Rebonjour Antoine Diouf. Cyclisme, 16e édition du Tour du Sénégal, la 5e étape aujourd'hui. Et les cyclistes ont parcouru aujourd'hui 134 km de Thiénaba à Kaolack. Nous avons en ligne notre envoyé spécial Youssouf Boyan. Bonjour. Bonjour Sodakam. On retrouve donc à la tête aujourd'hui Julian Hellmann, l'Allemand. L'Allemand qui a couru cette distance en 3 heures et 3 minutes. Vous l'avez dit, entre Thiénaba et Kaolack, qui s'appelle Julian Hellmann. Donc c'est la deuxième victoire d'étape de l'équipe allemande. Embrace the World Cycling. Victoire donc en solitaire de l'Allemand qui a devancé le Tunisien Meher Asnaoui et l'Allemand Lukas Kastechen qui est donc le vainqueur de la première étape, qui garde toujours le maillot vert, c'est-à-dire le meilleur coureur sur le classement par points, mais aussi meilleur sprinter dans ce Tour du Sénégal. En revanche, pas de changement à la tête du classement général. On retrouve toujours le maillot jaune algérien, Mohamed Bouziri, qui conserve donc son maillot jaune depuis la deuxième étape. Justement, les nouvelles des Sénégalais, il y a encore Bekay Traoré qui suit le peloton de près. Il était avec le peloton de tête, le coureur sénégalais, qui est 18e au général. La 5e étape sera, il faut le dire, était très dure dans la chaleur, mais aussi il y avait le vent. Grand adversaire des coureurs sur les pistes. Il y avait beaucoup de vent entre Thiénaba et Kaolack. Malgré tout, ils ont pu courir cette distance avec une vitesse de 44 km à l'heure. On est là donc à Kaolack où donc l'Allemagne a gagné cette 5e étape du Tour du Sénégal. 6e étape demain entre Kaolack et Joal. Merci Youssouf Boyan. Nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. Le volley, tournoi qualificatif au championnat du monde, des changements ont été notés. Et oui Antoine, désormais il n'y aura que 2 équipes pour la zone 2, le Cap-Vert et le Sénégal. Une information venue de l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de volleyball. Mais pour Amadou Sen, l'objectif reste le même, remporter le tournoi quel que soit le nombre de pays participants. Amadou Sen, que je vous propose d'écouter. Vous voyez, pour les tournois qualificatifs, en général, les équipes y voient un peu par rapport à leurs chances de qualification. Donc, on sait que au niveau de la sous-région, c'est le Cap-Vert et le Sénégal quand même qui de plus en plus s'affirment par rapport aux autres. Bon, on sait que le Mali avait commencé à faire du bon travail. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont pas venus cette fois-ci. La Gambie, peut-être ils ont, avec tout ce qui s'est passé, peut-être ils ont besoin de quelques temps pour se remettre en selle. Je sais pas trop, mais bon, pour l'instant, aux dernières informations, il y aura ce tournoi de Sénégal et le Cap-Vert. On va faire les 2 matchs aller-retour sur place. Ça va se jouer sur place et bon, maintenant on va voir si c'est une équipe qui va passer, parce que maintenant c'est en fonction de la confédération, c'est la confédération africaine qui va décider du nombre d'équipes qui va passer, parce qu'il n'y a que 2 équipes qui ont confirmé. On saura ça. En tout cas, l'objectif pour nous, c'est de remporter le tournoi et d'assurer notre qualification. On a ça en tête, parce qu'on s'est préparé par rapport à ça. On prie Dieu que ça marche, quoi. Il nous reste peut-être à juste stabiliser le service offensif, sur lequel nous allons insister cet après-midi, parce que ça va être notre dernière séance. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. On a beaucoup travaillé sur la défense. Bon, on espère que ça va aller pour nous.
Sodetiam, on termine avec le basket. Les Lions s'entraînent actuellement à Marius Ndiaye. Et le pivot de Jaraaf de Dakar, Mama Borso Nyan Diallo, a rejoint la tanière. Ali Kassi ne fera plus partie du voyage en Chine. L'autre pivot, Aminata Faye, est toujours attendu. Elle doit en principe rejoindre le groupe ce soir, selon le sélectionneur national Moustapha Gueye. Les Lions sont en préparation, Antoine, pour l'Afrobasket 2017. Là, c'est la deuxième phase avec un tournoi en Chine du 1er au 8 mai. Et pour parler de beach soccer pour terminer, dernière ligne droite pour les Lions du Sénégal. Les protégés de Ngala Sylla vont affronter l'Équateur en premier. Ce sera ce 27 avril. Antoine, c'est tout pour cette page des sports. Le beach soccer pour boucler cette page des sports. Merci Sodetiam. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Nous allons parler d'élections. Des élections à la présidentielle française avec le premier tour dimanche dernier. Et la France a déjà choisi pour le deuxième tour un homme et une femme. La femme porte un nom connu à travers le monde, Le Pen. Son père Jean-Marie a fondé, en effet, il y a une 50aine d'années, le Front National, d'obédience d'extrême droite, xénophobe et raciste anti-juif. Le Pen a souvent répondu devant les tribunaux de ses truculences haineuses, comme par exemple quand il a traité les fours crématoires utilisés par l'Allemagne hitlérienne pour tuer les Juifs de simples détails. Cela en dit long sur l'idéologie du parti que dirige aujourd'hui Marine Le Pen, la fille de son père. On pourrait penser qu'elle a succédé à celui-ci comme on hérite d'un patrimoine familial. Eh bien non, elle l'a simplement mis dehors et pris sa place. Le vieux était devenu inconvenant, sans attrait, sans charme, brutal. Le Front National devait se rénover, se civiliser, changer d'apparence, mais d'apparence seulement. Un couple d'amis marseillais nous avait avertis il y a une douzaine d'années. Attention, Marine Le Pen peut faire mal. Et ils avaient raison. Le Front National, aujourd'hui, risque de diriger la France. Tout ce que ce pays compte, de démocrates, de libéraux, de socialistes, de communistes, est en train de se liguer pour barrer la route à cette dame, pour lui barrer la route de l'Élysée. C'est, pour tout le monde, une œuvre de salut public. Face à Marine Le Pen, un jeune homme de 39 ans, tête bien faite, ayant pratiqué parmi les meilleurs intellectuels, économistes et hommes politiques, sans compter les banques. La France citoyenne, démocratique, ouverte au monde, parce que solidaire, Emmanuel Macron aujourd'hui en a le destin en main. Du moins, tout le monde l'espère et le souhaite, parce que la France, quand même, ne mérite pas de tomber entre les mains du Front National. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Dekediop. Les larmes de Bettenty. Oui, Bettenty pleure ses morts. 21 maintenant. Le chiffre s'affiche aux premières pages de Sud Quotidien et La Tribune. Le bilan s'est alourdi. 21 morts, nous l'avons dit. 21 morts, dont une femme, précise Sud Quotidien, et 2 fillettes, ajoute l'Observateur. La liste des 21 victimes sur les 71 personnes embarquées dans la pirogue à lire dans l'Observateur à sa page 7. L'Obs, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a recueilli les témoignages de rescapés. L'une, Fatou Bodian, confie avoir passé plus de 2 heures sur une planche flottant sur l'eau. Une autre, Awa Bodian, dit avoir survécu par miracle et ne voyait que la mort. Elle ajoute que les cris résonnent encore dans ses oreilles. Un homme qui s'est illustré lors des opérations de secours, le jeune El Hadj Insa Diouf. Il confie avoir repêché 10 corps sans vie avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Témoignage poignant dans l'Observateur. L'Obs qui, par ailleurs, se fait l'écho des propos de Bamba Fall après sa libération. Le maire de la Médina, qui se considère toujours comme un prisonnier, fait de l'élargissement
faisant de Khalifa Sall un combat personnel. Vox Populi aussi rapporte quasiment les mêmes propos. Bamba Fall fulmine qu'être député ne les intéresse pas. Les élections législatives ne les intéressent pas non plus. Leur principale priorité demeure la libération immédiate de Khalifa Sall. Seulement, le maire de Dakar n'est pas encore sorti de l'auberge. Et pour cause, Libération apprend que le parquet général a décidé de plaider contre une mise en liberté provisoire et contre une annulation de la procédure. Les raisons de cette posture du parquet général, Libération qui semble avoir jeté un coup d'œil dans le réquisitoire introductif, les livre ce matin. Affaire à suivre. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar se penche sur le dossier demain. Hier, le chef de l'État était en visite à Yoff Layène. Le journal Le Soleil revient sur cette visite en prélude à la 137e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Le quotidien gouvernemental renseigne que Macky Sall a réaffirmé son engagement à la famille Layène dans ses projets. Mais ce qui a le plus retenu l'attention du journal Le Quotidien, c'est la déclaration du porte-parole de la communauté Layène. Que Dieu fasse de vous le roi des arènes. C'est ce que Mamadou Lamine Laye a dit à Macky Sall. Le quotidien assimile ses propos à un soutien au chef de l'État et titre Layène répond à l'appel de Macky. Le vrai appel démarre demain. Retour sur la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Le sujet occupe la une de Enquête. Mon confrère note que parmi les mesures phares prises lors de la rencontre présidée par le chef de l'État Macky Sall, il y a la promotion de 61 magistrats dont le juge Souleymane Teliko et le procureur Serigne Bassirou-Gueye. Ils sont promus à la catégorie hors hiérarchie. Le Témoin y voit une offensive de charme de Macky à l'endroit des magistrats. Enquête parle de paix des braves. Car cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature s'est tenue dans un contexte particulier. Après la crise qui a secoué la magistrature ces derniers temps à cause du recours jugé abusif à la consultation à domicile. Et vous savez quoi? Et le Témoin l'a souligné, le juge Teliko a finalement siégé au Conseil supérieur de la magistrature. Parlons à présent du gaz sénégalais. Franck Timis se retire. Selon le quotidien LAS, il quitte le milieu du gaz sénégalais après avoir cédé ses actions à Cosmos et BP. BP a racheté le reste des parts que Timis Corporation détenait dans 2 blocs au large du Sénégal, Saint-Louis profond et Kayar profond. Résultat, BP détiendra une participation proche de 60%, Cosmos 30% et Petrosen environ 10%. BP devient donc actionnaire majoritaire et maître du pétrole et du gaz sénégalais. C'est ce qu'en déduit le journal Les Échos, pour qui Timis s'est rempli les poches et a filé à l'anglaise. En sport, Diomansi Kamara parle dans Stade, l'actualité du foot sénégalais, le débat en cours sur la Fédération sénégalaise de football, entre autres sujets au menu de l'entretien. Stade indique que même s'il reconnaît à ses pairs anciens joueurs le droit de mettre en place un collectif pour le renouveau du football sénégalais, Diomansi Kamara estime qu'il ne faut pas tout casser au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Nécrologie pour terminer. Presque tous les journaux rendent un hommage à Joe Wakam décédé hier. Joe Wakam n'est plus selon Enquête. Wakam perd son Joe, note le quotidien. Joe casse la pipe, souligne Libération. Pour Vox Pop, Joe Wakam, artiste hors norme, tire sa révérence. Et selon Le Soleil, la culture perd une de ses emblèmes. Adieu l'artiste. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur l'enjeu des premières élections de représentativité syndicale secteur éducation, et vous avez la parole. Cherbo est en ligne. Bonjour Cherbo. Bonjour Antoine. Vous êtes le coordinateur de la COSIDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Alors, ces élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'elles vont permettre de régler concrètement? Merci Antoine. Je voudrais tout d'abord partager toute la satisfaction de la COSIDEP pour la tenue enfin de ces élections de représentativité, qui sont une demande de la communauté éducative, ça veut dire syndicats, ONG, société civile et parents, qui datent depuis de 10 ans. Notre hypothèse, c'est que avec ces élections vont constituer une réponse à la pléthore des syndicats. Elles seront aussi une opportunité de clarifier le champ syndical pour une meilleure visibilité, serviront à rationaliser et à organiser le dialogue et la négociation, mais contribueront certainement à apaiser le système éducatif. Nous pensons qu'avec ces élections, il y aura un changement positif et efficace des rapports entre le gouvernement et les syndicats. Parce qu'un gouvernement conséquent devra justement se fonder sur ces élections pour ne plus ignorer les syndicats d'enseignants et anticiper sur leurs préoccupations et être beaucoup plus proactif. Et pour ce qui est des syndicats aussi, ça leur permet de savoir qui est qui et de pouvoir considérer
ceux qui seront évidemment légitimes oui. à devoir porter les revendications de ce corps enseignant. Très bien. Les élèves vont aussi gagner avec ces élections, c'est pas notre hypothèse, parce que les élèves et le système va être plus apaisé. Les organisations de la société civile que nous sommes pourront effectivement s'investir plus sur tout le programme que nous mettons en œuvre en lieu et place de notre posture de facilitateur. Donc voilà ce qui fait aujourd'hui que nous sommes très très confiants. Oui, les enjeux de ces élections. Qu'on va atteindre ces objectifs. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure, cher Mbow. Nous avons en ligne Omar Diouf, c'est le chef de la division des négociations au ministère du Travail et des organisations professionnelles. Bonjour, monsieur Diouf. Oui, bonjour Antoine. Alors, ces élections vont-elles permettre de normaliser et de pacifier l'espace scolaire? Nous l'espérons. Nous pensons que ça peut être un bon intrant parmi d'autres justement pour tendre vers cela. Maintenant, il faut simplement retenir qu'en fait, l'idée de tenir ces élections-là découle d'un accord commun entre donc les autres partenaires sociaux, donc en l'occurrence les organisations syndicales de travailleurs et le gouvernement. Oui. Et en fait, le déclic a eu lieu notamment lors donc, du déjeuner que le chef de l'État a organisé en leur honneur en octobre 2015. Et depuis cette date, maintenant, donc, le processus a été enclenché. Et d'une manière participative, donc, les organisations syndicales du secteur ont été associées au processus pré-électoral comme au processus électoral qui est actuellement en cours. Maintenant, sur le principe, il faut simplement comprendre que une élection de représentativité, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la COSIDEP, permet d'avoir une meilleure lisibilité syndicale, donc du champ syndical. Et cette lisibilité aussi, quelque part aussi, permet donc de connaître le poids de ces organisations syndicales et aussi d'identifier des représentants crédibles, indépendants et suffisamment donc représentatifs donc de leur pairs. Justement, vous faites face à beaucoup de syndicats avec 1001 revendications. Ces élections de représentativité syndicale, du pain béni pour vous? Je ne raisonnerai pas en termes de pain béni. Je dirais que c'est seulement un instrument qui est à la disposition des partenaires sociaux et donc du gouvernement pour améliorer donc le cadre de dialogue social, mais également aussi pour, je dirais, rendre beaucoup plus efficient donc ces mécanismes, mais également donc les produits qui en découlent. Très bien. Je reviens à vous tout à l'heure. Cher Mbow, alors, quel sera le sort de ces syndicats qui ne pourront plus participer aux rencontres avec le gouvernement parce qu'ils n'auront pas atteint le cap des 10%? Est-ce qu'ils sont appelés à mourir ou bien à se dissoudre dans d'autres syndicats beaucoup plus représentatifs? Peut-être pas à mourir, parce qu'une revendication, même si elle est portée par un seul enseignant, je ne parle même pas des syndicats, devrait être bien écoutée et bien entendue. Aujourd'hui, avec le BIP, nous savons aujourd'hui qu'il y a un dispositif qui permet à des travailleurs de s'organiser en syndicat. Donc, cela ne va pas tuer les petits syndicats. Mais cela va permettre à chaque syndicat de mesurer son poids et de pouvoir maîtriser sa posture. C'est ça qui amènerait c'est cela qu'on appellerait un petit syndicat, à devoir soit poster leurs préoccupations au niveau des syndicats qui vont les représenter, ou alors à devoir se réorganiser en des unités beaucoup plus larges, ou alors à pouvoir se dissoudre dans d'autres syndicats plus forts. Mais dans tous les cas, ça permettrait d'avoir en tout cas des syndicats beaucoup plus maîtrisables. C'est ça qui va permettre effectivement de rationaliser la table de négociation. Donc, les syndicats qui ne sortiront pas, qui n'auront pas les 10%, vont évidemment analyser leur situation et prendre effectivement des dispositions qui vont s'imposer. Parce que même si le PIT leur permet d'exister, il faudrait aller dans le sens d'un consensus au plan national qui fasse que tout le monde avait demandé à ce que ces élections puissent se tenir et qui fasse que chacun puisse être conséquent par rapport aux résultats qui vont en sortir. Très bien. Merci, cher Mbow, coordinateur de la COSIDEP. Omar Diouf, le sort des syndicats qui n'auront pas atteint 10%. D'emblée, je préciserai que ces élections n'ont pas pour but d'éliminer ou bien d'éliminer ou bien un peu d'entraver la liberté syndicale. Puisque cette liberté, elle est consacrée donc par notre charte fondamentale, par donc d'autres textes législatifs et réglementaires,
mais également par des conventions donc internationales auxquelles nous sommes partis. Oui, mais est-ce qu'elle ne devrait pas aider à rationaliser le nombre de syndicats, que certains qui ne sont pas représentatifs, rejoignent d'autres syndicats plus représentatifs? Deuxièmement, toujours aussi autre précision de taille. Oui. Cela aussi, puisque notamment par la liberté syndicale, le syndicat reste en sa vocation classique, qui est donc la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et de sa corporation. Oui. Ensuite, bien entendu, le droit de grève, qui est un droit aussi consacré sur le plan constitutionnel aussi, demeure dans toute son entièreté. Maintenant, ce qui va un peu changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu cette rationalisation maintenant des cadres. Oui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous avez à consulter donc les organisations syndicales sur une question déterminée, auparavant, vous étiez peut-être tenu de mettre tout le monde, parce que vous n'aviez aucun instrument qui vous permettait de dire que le syndicat est plus représentatif. Mais une fois que vous avez maintenant ce taux de représentation, vous pourriez sur cette base avec un nombre beaucoup plus restreint. Ce qui, du point de vue du coût, a un impact, du point de vue du gain en temps, du point de vue du gain en qualité, même donc des cadres de dialogue social, et également aussi de la crédibilité donc des décisions qui sont prises. Donc, en fait, c'est ça véritablement le vrai enjeu, n'est-ce pas, de ces élections. Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Oumar Diouf. Je rappelle que vous êtes le chef de la division des négociations au ministère du Travail et des organisations professionnelles. La météo, avant de boucler cette édition, un ciel clair se maintiendra sur l'ensemble du territoire. La sensation de chaleur se maintiendra également à l'intérieur du territoire, particulièrement sur les localités situées au centre-est et sud-est où les températures maximales vont avoisiner les 42 degrés ou bien les 44 degrés même. À Dakar, par contre, les températures seront relativement douces et ne vont pas dépasser les 26 degrés. La fraîcheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur les régions proches du littoral avec des températures minimales qui vont varier, comprises donc entre 19 et 21 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Souleymane Denendiaye rejoint le camp présidentiel exclusif sur RFM. Cette décision prise par l'ancien Premier ministre et leader de l'UNP fait suite à l'appel du président Macky Sall. Au lendemain de sa libération, les sympathisants de Bamba Fall sont plus que jamais déterminés à accompagner leur maire dans son combat pour la libération de Khalifa Sall. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation, c'est depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national et à l'issue des opérations, les syndicats les plus significatifs seront connus, mais des couacs ont été notés à Dakar et Rufisque. La prise en charge psychologique de rescapés de certaines catastrophes comme celle qui vient de se produire à Bettenty pose problème au Sénégal. Mais le professeur Omar Ndoye annonce la mise en place imminente d'une cellule nationale d'urgence psychologique. Et puis le dernier hommage de la nation à Joachim, décédé hier, c'était ce matin à l'hôpital principal. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop à la régie, Pape Omar Diaw. 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. Voilà mbokk yi askan wi 199 000 waxtu fekk 171 000 simili.